Ma femme m'aime, mais elle n'a jamais surmonté son ex et il influence encore nos décisions. Et si je te disais que l'ex de ma femme a plus d'influence sur mon mariage que moi? Ça semble absurde, non? Mais c'est ma réalité. Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que j'ai vécu. Je suis marié depuis 5 ans avec la femme que j'aime. Une femme incroyable, attentionnée, intelligente, quelqu'un avec qui j'ai toujours pensé que je construirais une vie solide. Mais au fil du temps, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. De petits détails qui, au début, semblaient inoffensifs. Mais maintenant je ne peux plus les ignorer. J'ai toujours su que ma femme gardait le contact avec son ex-petite amie. Elle ne l'a jamais caché. Elle m'a dit, dès le début, qu'ils avaient rompu de manière amicale, qu'ils étaient encore amis et qu'il n'y avait rien de plus. Et je l'ai cru. Après tout, la confiance est la base de toute relation, non? Mais ensuite sont venus les premiers signes, de petites mentions ici et là. Au début, ce n'était qu'un commentaire désinvolte. Ah, Marc disait toujours ça, ou Marc aimait aussi ce restaurant. Rien de grave, juste des histoires du passé, du moins c'est ce que je pensais. Mais avec le temps, ces commentaires ont commencé à devenir plus fréquents, plus spécifiques. Il n'était pas seulement un souvenir, il était encore présent dans sa vie. Pas comme un fantôme du passé, mais comme quelqu'un de réel. Et puis, la partie qui m'a vraiment dérangé, elle demandait son avis. Pour tout. Je me souviens de la première fois que j'ai vraiment remarqué ça. Nous parlions d'un problème au travail et avant même que je puisse donner un quelconque conseil, elle a dit « Je vais voir ce que Marc en pense ». Et ainsi de suite dans d'autres situations. Décisions importantes, petits dilemmes du quotidien, elle cherchait son avis avant le mien. Ça s'est accumulé en moi. Chaque fois qu'elle mentionnait son nom, je sentais un malaise grandissant, une boule dans la gorge que j'essayais d'ignorer. Mais je me disais que j'exagérais, que ce n'était qu'une amitié, que je ne pouvais pas être jaloux, jusqu'au jour où quelque chose s'est passé, quelque chose qui m'a fait réaliser que je n'étais pas son premier choix, que peut-être je ne l'avais jamais été. C'était quand j'ai découvert la vérité sur la maison où nous vivons. Quand nous nous sommes mariés, je pensais avoir trouvé mon âme sœur. J'aimais ma femme et je me sentais aimé par elle. Les premières années ont été incroyables, presque comme si nous étions dans un de ces contes de fées modernes. Nous avions nos blagues internes, des voyages spontanés, de longues conversations jusqu'au petit matin. Je lui faisais confiance les yeux fermés. Elle était ma meilleure amie, ma partenaire, la personne avec qui je planifiais construire un avenir solide. Et, au début, son ex ne me préoccupait pas. Elle m'a parlé de lui dès le début. Elle m'a dit qu'ils étaient sortis ensemble pendant des années, mais qu'ils avaient rompu de manière amicale. Rien d'infidélité, de dispute laide ou de ressentiment. Juste deux adultes qui avaient pris des chemins différents. Selon elle, Marc n'était plus qu'un ami, quelqu'un qui faisait partie de son passé, mais sans aucune influence sur le présent. Et je l'ai cru. Je ne suis pas du genre jaloux ou contrôlant. J'ai aussi eu des ex-petites amies, des personnes qui ont fait partie de ma vie. Alors, pourquoi devrais-je être dérangé si elle parlait encore avec lui de temps en temps? Pour moi, ce n'était pas un problème. Les premiers mois, je n'ai même pas remarqué les signes. Ils étaient subtils. Son nom apparaissait ici et là, toujours de manière désinvolte. De petites histoires du passé, des souvenirs inoffensifs. Ah, Marc et moi avions l'habitude de venir dans ce restaurant. Waouh, ça me rappelle la fois où Marc et moi avons fait un voyage et quelque chose de similaire s'est passé. Je pensais que c'était juste ça, de la nostalgie. Après tout, nous avons tous des souvenirs du passé. Mais ensuite, les mentions ont commencé à devenir de plus en plus fréquentes. Ce n'était pas seulement de la nostalgie. C'était comme s'il était encore présent. Un jour, nous étions sur le canapé en train de regarder un film. J'ai fait un commentaire aléatoire sur l'acteur principal et elle a répondu « Marc disait la même chose. Ça peut sembler bête, mais à ce moment-là, quelque chose en moi s'est dérangé. J'ai ignoré. Je me suis dit que c'était de la paranoïa. Mais maintenant, en regardant en arrière, je vois que c'était une des premières fois où je me suis senti mal à l'aise dans mon propre mariage. Et les choses n'ont fait qu'empirer. J'ai commencé à remarquer un schéma. Ma femme ne mentionnait pas seulement Marc fréquemment, elle valorisait son avis. Beaucoup. Chaque fois qu'elle devait prendre une décision, elle le consultait d'abord. Quand une opportunité de changer de travail s'est présentée, elle a dit qu'elle voulait voir ce que Marc en pensait avant de décider. Quand nous avons commencé à planifier notre lune de miel, elle a mentionné que Marc avait recommandé une destination. Quand nous avons eu notre première dispute sérieuse en tant que couple, elle est allée se confier à lui avant de me parler. Et le pire,
C'est que je ne réalisais pas à quel point cela me dérangeait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je me convainquais que ce n'était pas un problème, que c'était normal qu'elle ait un ami de longue date. Mais peu à peu, j'ai commencé à me sentir comme si, chaque fois que nous prenions une décision ensemble, il y avait une troisième personne invisible dans la relation. C'est quand j'ai réalisé que ce n'était pas seulement un ex avec qui elle avait gardé une amitié, il était un conseiller pour elle. Et moi, je me sentais de plus en plus comme un figurant dans mon propre mariage. Mais la vérité ne s'est vraiment révélée que lorsque j'ai découvert quelque chose qui m'a fait remettre en question tout, la maison où nous vivons. J'ai toujours pensé que nous avions choisi cette maison ensemble. Nous avons visité plusieurs endroits, discuté de ce que nous aimions et n'aimions pas. Après des semaines de recherche, nous avons finalement trouvé un foyer qui semblait parfait pour nous. Du moins, c'est ce que je pensais. Jusqu'au jour où, en parlant avec un ami commun, j'ai découvert que Marc avait été consulté avant même moi. Ma femme lui avait montré les options de maison avant de décider laquelle acheter. Il avait donné son avis. Il avait aidé à choisir l'endroit où je vis. Et moi? J'étais juste la dernière étape du processus, la vérité m'a frappé d'un coup. Je n'étais pas son premier choix. Je ne l'avais jamais été. Je ne sais pas décrire exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Peut-être était-ce du choc, de la colère, de la trahison, ou tout cela mélangé. Le fait que ma femme faisait tellement confiance à Marc au point de le consulter sur l'achat de notre maison avant moi a fait s'effondrer quelque chose en moi. Cela signifiait que, dans le moment le plus important de nos vies, quand nous choisissions où construire notre famille, j'étais juste un détail, une étape finale dans le processus, et je n'en avais aucune idée. Pendant des jours, cela m'a consumé. J'ai commencé à remettre en question tout. Combien d'autres décisions que je pensais être les nôtres avaient, en réalité, été filtrées par lui d'abord? Les restaurants que nous fréquentions étaient-ils ceux que nous aimions ou juste ceux que Marc approuvait? Les films que nous regardions étaient-ils un choix à nous ou juste une extension de ce qu'il aimait? La pensée était suffocante. Et le pire de tout, je ne savais pas comment la confronter. Que pouvais-je dire? Hé, j'ai découvert que tu faisais confiance à ton ex pour choisir notre maison. Ça me fait sentir comme une merde. Non, ce n'était pas aussi simple, parce que jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas de preuves concrètes qu'elle ressentait encore quelque chose pour lui. Peut-être que c'était juste une habitude, peut-être qu'elle ne réalisait pas à quel point c'était mal. Alors, j'ai essayé d'agir normalement. Mais la vérité, j'étais consumé par cela. Chaque mot qu'elle disait, chaque décision que nous prenions, je me demandais, est-ce qu'elle lui en a déjà parlé? La paranoïa a commencé à grandir. Je détestais me sentir comme ça, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Et je voulais comprendre mieux. C'est pourquoi j'ai décidé d'observer. J'ai commencé à prêter attention à ses conversations, aux messages qu'elle envoyait, à la manière dont son nom apparaissait dans nos dialogues. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose de pire encore. Elle ne parlait pas seulement à Marc de temps en temps, elle le consultait surtout. Au début, c'était juste des petites choses. Elle mentionnait un message qu'il avait envoyé, un avis qu'il avait donné sur un nouveau restaurant ou une recommandation de livre. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose de plus profond. Un jour, nous décidions de la rénovation de la cuisine. J'ai suggéré quelques changements et elle a accepté. Mais le lendemain matin, sans crier gare, elle a changé d'avis. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et sa réponse m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai parlé avec Marc et il a dit que ce changement n'avait pas de sens. Je pense qu'il a raison. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement à propos du passé. Marc était encore ici, il n'était pas seulement un ex, il était un facteur actif dans notre mariage, et c'était insupportable. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé à côté d'elle, écoutant sa respiration tranquille, tandis que mon esprit courait à 1000 à l'heure. J'avais besoin de savoir jusqu'où cela allait, et c'est là que j'ai pris une décision. Le lendemain, quand nous prenions le café, j'ai mentionné en passant que je pensais à changer de travail. C'était un mensonge, bien sûr. Je n'avais aucune intention de quitter mon travail, mais je voulais voir ce qui allait se passer. Sa réaction était exactement ce à quoi je m'attendais. Elle a demandé les détails, s'est montrée intéressée, puis a dit « Sais-tu qui pourrait te donner un bon conseil à ce sujet? Marc a déjà traversé quelque chose de similaire, peut-être devrais-tu lui parler. » J'ai souri. J'ai juste hoché la tête. Mais à l'intérieur, cela m'a tué un peu. Elle n'a même pas réalisé à quel point c'était absurde. Elle n'a même pas envisagé que nous deux pourrions discuter de cela et prendre une décision ensemble. Non. Pour elle, Marc était la première option. J'étais juste là pour suivre le scénario.
C'est à ce moment-là que j'ai réalisé la vérité que j'avais essayé d'ignorer pendant des mois. Je n'étais pas son partenaire, j'étais un substitut. C'était comme si Marc n'avait jamais vraiment quitté sa vie, comme si notre mariage n'était qu'une extension de leur relation, mais avec une autre personne à ma place. Et le plus effrayant, elle ne réalisait même pas cela. Dans sa tête, tout était normal. Dans sa tête, il n'y avait rien de mal à faire plus confiance à un ex qu'à son propre mari. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à me sentir un étranger dans ma propre maison. Je la regardais et me demandais, si Marc le lui demandait, reviendrait-elle vers lui? S'il disait qu'il l'aimait encore, hésiterait-elle? Était-elle restée avec moi seulement parce qu'il avait suivi son propre chemin en premier? Je me sentais malade rien qu'en y pensant. Mais j'avais besoin d'une réponse. J'avais besoin de savoir. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais pensé faire. Une nuit, pendant qu'elle dormait, j'ai pris son téléphone. J'ai hésité. Je n'avais jamais fait cela auparavant, mais j'avais besoin de comprendre ce qui se passait. J'ai déverrouillé le téléphone avec les mains tremblantes et suis allé directement au message avec Marc. Et ce que j'ai vu là a tout changé. Mon cœur battait la chamade. Je sentais le poids du téléphone dans ma main comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Je savais que je ne devrais pas faire cela. Je savais que violer son intimité était franchir une ligne dangereuse. Mais en même temps, elle avait déjà franchi cette ligne en premier. Pas avec moi, mais avec lui. J'ai pris une profonde inspiration et ai fait défiler l'écran vers le haut, voyant l'historique des messages entre ma femme et Marc. Ce que j'ai trouvé là m'a retourné l'estomac. La première chose que j'ai remarquée, c'était la fréquence des conversations. Il parlait tous les jours. Ce n'étaient pas seulement des messages occasionnels, un « comment ça va ?» ou un « j'espère que tu vas bien ». C'étaient des conversations longues, intenses. Il y avait des messages d'elle demandant son avis sur des décisions que nous devions prendre ensemble, des questions sur notre mariage, sur des plans pour l'avenir. Et ses réponses, toujours pleines de conseils, toujours pleines de suggestions. C'était comme s'il était sur le siège passager, guidant notre relation de loin. Mais le pire était encore à venir. J'ai continué à faire défiler vers l'arrière. Les messages devenaient plus intimes, plus personnels. J'ai vu des conversations où elle se confiait sur moi, des choses qu'elle ne m'avait jamais dites, des plaintes, de petites frustrations du quotidien qui, au lieu d'être résolues entre nous deux, étaient portées à lui. Parfois, je sens qu'il ne me comprend pas. Il n'a pas le même sens de l'humour que toi. Tu as toujours su comment me faire rire. Ma poitrine s'est serrée. Elle comparait. Elle me mettait côte à côte avec lui. Et d'après le ton des messages, je sortais toujours perdant. J'ai senti une colère monter en moi. Je voulais arrêter. Je voulais jeter ce téléphone loin et faire semblant de n'avoir jamais rien lu. Mais je ne pouvais pas. Parce qu'il y avait quelque chose de pire là. Un message qui m'a glacé le sang. Une phrase simple. Mais qui a tout changé? Si les choses avaient été différentes, penses-tu que nous serions encore ensemble? Je me suis figé. Mon esprit s'est arrêté. Je savais qu'elle parlait de Marc et elle, du passé, d'eux. Et la réponse de lui, c'était suffisant pour me faire sentir comme si mon monde s'effondrait. Peut-être dans une autre vie, ce n'était pas seulement de l'amitié, ce n'était pas seulement des conseils innocents, c'était quelque chose de plus, quelque chose que je soupçonnais déjà, mais que maintenant je savais avec certitude. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, regardant cet écran. Minutes, heures, tout semblait tourner autour de moi. Ma femme, qui dormait tranquillement à côté de moi, était la même femme qui, quelques heures plus tôt, avait ce genre de conversation avec son ex. Et moi, j'étais juste un spectateur, un substitut. Quelqu'un qui, peut-être, n'était là que parce que les choses n'avaient pas marché entre eux. La douleur que j'ai ressentie à ce moment-là était indescriptible, mais elle était aussi libératrice, parce que maintenant je savais. Maintenant j'avais un choix à faire. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé à côté d'elle, écoutant sa respiration tranquille, tandis que mon esprit était un chaos absolu. Chaque mot que j'avais lu dans les messages résonnait dans ma tête comme un tonnerre. Si les choses avaient été différentes, peut-être dans une autre vie. Je voulais me lever et quitter cette maison. Mais c'était ma maison. Notre maison. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Jusqu'à ce que je découvre que son ex avait été consulté avant l'achat. Jusqu'à ce que je découvre qu'il était encore, d'une certaine manière, présent dans chaque coin de notre vie. Le soleil s'est levé et j'étais toujours là. Ma femme s'est étirée à côté de moi, a bâillé et a ouvert les yeux lentement.
Quand elle m'a regardé, elle a souri, comme si rien n'allait mal, comme si elle n'avait aucune idée de l'enfer que je vivais dans ma propre tête. « Bonjour mon amour », elle a murmuré, se rapprochant pour m'embrasser. Mais j'ai reculé, et à cet instant, elle a remarqué. « Tout va bien ?» elle a demandé, le front plissé. Mon cœur martelait dans ma poitrine. Je pouvais faire semblant. Je pouvais tout avaler, me convaincre que ce n'était pas si grave, et continuer à vivre ce mensonge. Mais j'avais déjà avalé trop de choses. Je m'étais déjà convaincu pendant trop longtemps. Et je ne pouvais plus. Il faut qu'on parle. 2 mots simples, mais qui ont changé son expression immédiatement. Elle s'est assise dans le lit, maintenant complètement réveillée. « Qu'est-ce qu'il y a ?» elle a demandé, essayant de paraître calme, mais ses yeux disaient autre chose. Je me suis assis aussi, j'ai pris une profonde inspiration, et je l'ai regardé directement. « Marc !» C'était la seule chose que j'ai dite. Et à cet instant, j'ai vu. J'ai vu sur son visage la confirmation de tout ce que je craignais. Elle n'a pas demandé « qu'est-ce qu'il a ?» Elle n'a pas fait semblant d'être surprise, elle a juste avalé sa salive, et a détourné le regard. J'ai vu les messages, les mots sont sortis lourds de ma bouche. Elle a cligné des yeux plusieurs fois, sa respiration est devenue plus courte. Quel message ? Elle a essayé de dissimuler. Ne fais pas ça. J'ai gardé ma voix ferme, mais ma poitrine était en feu. N'essaie pas de faire semblant de ne pas savoir de quoi je parle. J'ai tout vu. J'ai vu comment vous parlez tous les jours, comment tu lui demandes des conseils, comment tu discutes de notre mariage avec lui, comment tu te demandes si vous seriez encore ensemble si les choses avaient été différentes. J'ai vu le choc traverser son visage. Mais ce qui est venu ensuite, ce n'était pas de la culpabilité, ce n'était pas du regret, c'était de l'irritation. « Tu as fouillé dans mon téléphone ?» Sa voix est sortie tranchante, accusatrice. J'ai ri. C'était un rire amer, sans aucune trace d'humour. « C'est sérieux? C'est ça qui te dérange ?» Elle a croisé les bras, respirant profondément. « Tu as violé mon intimité. Tu ne me fais pas confiance ?» J'ai senti mon sang bouillir. « Je ne te fais pas confiance ?» Ma voix est sortie plus forte que je ne l'attendais. « Comment puis-je te faire confiance quand tu entretiens une relation émotionnelle avec ton ex ? Comment puis-je te faire confiance quand je découvre qu'il a eu son mot à dire sur l'achat de notre maison avant même moi ? Comment puis-je te faire confiance quand tu parles de moi à lui et pas à moi ?» Elle est restée silencieuse. Mais c'était un silence chargé. Pas un silence de quelqu'un qui regrette, mais un silence de quelqu'un qui essaie de se justifier. C'est mon ami. Les mots sont sortis de sa bouche comme si c'était évident. Il a toujours été une partie importante de ma vie. Je ne peux pas simplement effacer cela. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder mon calme. Je ne t'ai jamais demandé d'effacer quoi que ce soit. Mais il y a une différence entre maintenir une amitié et maintenir un lien émotionnel qui interfère dans notre mariage. Elle a froncé les sourcils. Tu exagères. Et à ce moment-là, j'ai su. J'ai su qu'il n'y avait rien que je puisse dire pour la convaincre. Pour elle, j'étais celui qui avait tort. Alors réponds-moi à une chose. Ma voix était maintenant plus froide, plus contrôlée. Si j'avais un ex que je consultais avant de prendre des décisions pour notre mariage, si je partageais des frustrations à ton sujet avec cette personne, si je demandais à cette personne si elle pense que nous serions encore ensemble si les choses avaient été différentes, tu trouverais ça normal ? Elle a ouvert la bouche pour répondre. Mais rien n'est sorti, parce qu'au fond, elle savait. Elle savait que si c'était l'inverse, elle n'accepterait pas. Mais au lieu d'admettre, elle a simplement détourné le regard. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Je n'étais pas sa priorité. J'étais juste le plan B qui avait fonctionné. Et peut-être que je l'avais toujours été. Le silence entre nous s'est prolongé. Et dans ce silence, quelque chose en moi s'est brisé. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Mais je savais une chose. Après cette conversation, plus rien ne serait comme avant. Après cette conversation, le silence a envahi la maison. Pas un silence confortable, mais un silence lourd. Un silence qui criait plus fort que n'importe quelle dispute. Je suis allé travailler comme un robot ce jour-là. J'ai tout fait en automatique, mais mon esprit était prisonnier de la nuit précédente. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai réalisé que rien n'avait changé. Elle était là. Mais c'était comme si nous vivions dans des mondes différents. Dans les jours qui ont suivi, nous avons essayé de faire semblant. Faire semblant que nous étions toujours le même couple qu'avant. Faire semblant que la confrontation n'avait pas ouvert une plaie profonde. Elle a continué sa routine. J'ai continué la mienne. Mais quelque chose en moi avait changé. Je ne ressentais plus que cette maison était la mienne. Pas parce que je voulais partir, mais parce que j'ai réalisé que peut-être elle n'avait jamais été mon vrai foyer.
Un soir, je me suis assis sur le canapé et j'ai fixé le vide. Elle s'est approchée et s'est assise à côté de moi. Nous sommes restés là, sans dire un mot, jusqu'à ce qu'elle brise finalement le silence. Tu es encore blessé. J'ai poussé un soupir fatigué. Comment pourrais-je ne pas l'être? Elle a baissé la tête et pour la première fois depuis cette discussion, sa voix est sortie plus douce. Je n'ai jamais voulu te faire du mal, mais les mots ne signifiaient rien sans action, et j'étais fatigué de m'accrocher à des promesses vides. Tu lui parles encore? Je connaissais déjà la réponse avant même de demander. Elle a hésité un instant, puis elle a hoché la tête. Oui. Et là, mon dernier espoir est mort, parce que la vérité était simple. Je pourrais continuer à insister dans ce mariage. Je pourrais essayer de pardonner. Mais au fond, je savais, je ne lui ferai plus jamais confiance de la même manière. Et sans confiance, que reste-t-il? Cette nuit-là, nous avons dormi dans le même lit. Mais je savais que c'était la dernière fois. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. Je me suis assis avec elle à la table de la cuisine, et j'ai dit les mots qui m'ont déchiré de l'intérieur. Je pense que ça ne va plus. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas discuté. Peut-être parce qu'au fond, elle le savait aussi. Nous étions arrivés à la fin, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ranger mes affaires a été plus difficile que je ne l'imaginais. Chaque objet, chaque vêtement, chaque petit détail dans cette maison semblait porter un morceau de notre histoire. Mais maintenant, tout cela ne signifiait plus la même chose. Ce n'était plus mon foyer. Et peut-être, ça ne l'avait jamais été. Ma femme, ou plutôt mon ex-femme, comme elle le serait bientôt, m'observait de l'autre côté de la chambre. Elle ne disait rien. Elle regardait juste, serrant ses propres bras, comme si cela la protégeait de l'inévitable. Mais rien ne pouvait nous protéger de ce moment. « Je peux t'aider » elle a demandé, sa voix basse, presque fragile. J'ai secoué la tête. Pas besoin. Je voulais qu'elle dise quelque chose qui changerait tout, qu'elle me ferait croire qu'il y avait une solution, qu'il y avait encore un moyen de tout réparer. Mais elle est juste restée là, immobile. Et j'ai compris. Elle n'allait pas se battre pour nous. Peut-être parce qu'au fond, elle ne m'avait jamais vraiment choisi. Le lendemain, j'étais à la porte avec ma valise. Elle se tenait devant moi, se mordant la lèvre comme si elle voulait dire quelque chose. « Tu m'aimes encore ?» elle a demandé finalement. La réponse est venue sans effort. Oui, parce que l'amour ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais parfois il ne suffit pas. Et c'était la partie la plus difficile à accepter. J'espérais qu'elle pleurerait, qu'elle dirait qu'elle me voulait là, qu'elle me supplierait de rester. Mais elle a juste hoché la tête. Et puis, enfin, elle a dit quelque chose qui m'a serré le cœur. Je suis désolé. Pas parce qu'elle m'avait perdu, mais parce qu'elle n'avait pas réussi à m'aimer de la manière que je méritais. Et je savais que c'était sincère. Mais je savais aussi que cela ne changeait rien. Je suis sorti par la porte sans regarder en arrière. L'air froid de la nuit m'a frappé au visage. C'était étrange. Je devrais me sentir libre, soulagé. Mais tout ce que je ressentais, c'était un vide immense. Après tout, je ne quittais pas seulement une maison. Je quittais un avenir que j'avais imaginé pour nous deux. Un avenir qui n'avait jamais vraiment existé. Et maintenant, tout ce qui restait, c'était d'aller de l'avant. Peu importe à quel point c'était douloureux. Les premiers jours après la séparation ont été étranges. Se réveiller dans un nouvel endroit. Ne pas entendre sa voix le matin. Ne pas sentir son parfum dans l'air. C'était comme si je vivais dans un monde où quelque chose manquait tout le temps. Et d'une certaine manière, c'était le cas. La routine que nous avions construite ensemble pendant 5 ans avait disparu du jour au lendemain. Et je me sentais perdu. Des amis essayaient de me remonter le moral. Ils m'invitaient à sortir, à boire, à aller de l'avant. Mais comment avancer quand on sent encore qu'on a laissé un morceau de soi derrière? Au début, j'ai essayé d'ignorer la douleur. Je me suis jeté dans le travail. J'ai fait semblant d'aller bien. Mais la nuit, quand tout devenait silencieux, les pensées revenaient, et je me demandais, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Jusqu'au jour où j'ai reçu un message d'elle. Rien de spécial. Un simple « Comment vas-tu ?» Et cela m'a touché d'une manière que je n'attendais pas, parce que pendant un moment, j'ai eu envie de répondre, d'ouvrir une porte que je savais devoir garder fermée. Mais je ne pouvais pas, parce que répondre signifiait laisser de la place au doute, signifiait me permettre de revenir à quelque chose qui m'avait déjà fait assez de mal. Alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. Je n'ai pas répondu. Et pour la première fois, j'ai senti que j'avais le contrôle. Le temps a passé, les jours sont devenus des semaines. Les semaines, des mois. Et peu à peu,
j'ai commencé à me reconstruire. Pas de manière dramatique, pas avec de grands gestes ou des changements radicaux, mais dans les petites choses. J'ai commencé à sortir plus, à prendre soin de moi, à découvrir qui j'étais en dehors de cette relation. Et j'ai réalisé quelque chose que j'ai mis trop de temps à comprendre. Je méritais plus, pas plus d'amour, parce que l'amour n'a jamais été le problème, mais plus de respect, plus de réciprocité, plus le sentiment d'être une priorité et non juste une option. Et quand j'ai enfin compris cela, quelque chose a changé en moi. Pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentais plus de colère, plus de rancune, juste de l'acceptation. L'acceptation que certaines histoires ne se terminent pas par un « ils vécurent heureux pour toujours », et que ce n'est pas grave, parce que parfois, la vraie fin heureuse, c'est de pouvoir recommencer,